Je suis rentré plus tôt que prévu. En voyant mon mari debout sur le porche, tenant encore un bouquet de fleurs, j'ai pensé qu'il m'attendait. Mais à peine une seconde plus tard, une fille est arrivée en courant, s'est jetée dans ses bras et l'a embrassé. Mardi. J'étais censé être encore à Charleston jusqu'à demain pour coordonner la conférence. Je suis rentré un jour plus tôt parce que le conférencier principal a annulé. J'ai fait mes valises, je suis rentré à la maison, voulant surprendre mon mari avec une soirée romantique spontanée. J'ai tourné dans la route étroite menant à Belmead, le genre de quartier où les maisons coloniales d'un blanc éclatant avec de larges porches sont qualifiées de « vie de rêve » dans les magazines immobiliers. Mais alors que ma voiture descendait la colline, j'ai freiné. Littéralement. Là, juste devant notre maison, sur les marches du porche dont j'avais moi-même choisi la couleur de la peinture, se tenait mon mari, Mason Hawthorne, PDG et producteur du label de country indépendant Hawthorne Sound, mon mari depuis 5 ans, tenant un énorme bouquet de pivoines et souriant comme un adolescent transi d'amour à son premier rendez-vous. Des pivoines, mes fleurs préférées, celles que je l'avais supplié de se rappeler pendant une demi-décennie. Celles qu'il avait autrefois qualifiées de mauvaises herbes hors de prix qui meurent en 2 jours. Il souriait comme un adolescent étourdi, les cheveux coiffés, portant le pull en cachemire bleu marine que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire. Mason n'a jamais été du genre romantique. Tout au long de notre relation et de notre mariage, la chose la plus romantique qu'il ait faite a été de commander chez le restaurant italien chic au lieu du restaurant bon marché du coin. Une année, il m'a offert un bon pour un spa situé entre un garage automobile et un fast-food, en disant « c'est pratique. Tu as besoin de te détendre ». J'ai quand même souri. J'ai quand même dit « merci ». Alors, vous pouvez imaginer le choc que j'ai ressenti en voyant Mason non seulement tenir un bouquet de fleurs, mais aussi avoir l'air vraiment heureux. J'ai baissé un peu la fenêtre, éteint les phares et me suis garé à mi-chemin dans la rue derrière le VUS d'un voisin pour que personne ne me remarque. De là, j'avais une vue parfaite sur lui. J'étais heureuse. Je voulais le surprendre. Mais peut-être que la plus grande surprise de ce soir était celle qu'il avait prévue pour moi. Je suis resté immobile, observant l'homme que j'aimais, un léger sourire aux lèvres. Puis elle est apparue. Leah Monroe, 26 ans, une actrice montante qui avait signé avec Hawthorne Sound au printemps dernier. De longs cheveux bruns flottants, une robe d'été, un sourire qui pourrait remplir le riman. Elle a monté les marches du porche en courant comme si elle tournait un clip vidéo. Il a laissé tomber les pivoines sur la rampe, a ouvert les bras comme s'il attendait que le destin la lui livre. Elle a pratiquement sauté sur lui, les jambes enroulées autour de sa taille, et Mason, mon mari, l'a fait tournoyer, là, sur le porche de notre maison. J'étais assise là, à peut-être 30 mètres, regardant l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans soulever une autre femme, la tenir comme si le reste du monde avait disparu. Leur rire résonnait si fort dans l'après-midi tranquille qu'il couvrait le bruissement des feuilles dans la rue. Et le plus drôle, littéralement, c'était de réaliser que tout sur lui portait mes empreintes. La montre Tag Heuer pour laquelle j'avais soigneusement signé, les fleurs que j'adorais, les carreaux du Porsche que j'avais personnellement choisis. Et il utilisait tout cela pour mettre en scène une scène pour quelqu'un d'autre. Ils se sont embrassés. Pas un baiser chaste, pas un au revoir désinvolte. C'était le genre de baiser qu'on voit dans une bande-annonce de film. Long, humide, possessif. À tel point que 2 voisins âgés qui passaient par là se sont arrêtés, se détournant maladroitement, faisant semblant de vérifier leur téléphone. J'ai toujours pensé que si je surprenais un jour mon mari en train de me tromper, je pleurerais, les mains tremblantes, à bout de souffle. Mais je ne l'ai pas fait. Pas une seule larme. Juste une sensation glaciale et claire, et une conscience aiguisée comme un rasoir. J'assistais à une trahison en direct sur une scène que j'avais moi-même conçue. J'aurais dû m'effondrer, me précipiter pour les séparer, ou partir en trombe de rage. J'aurais dû. Mais ma vie a rarement correspondu au « j'aurais dû ». Je n'ai pas pleuré. Je suis devenu si en colère que j'en suis devenu lucide. Et plus important encore, j'ai commencé à calculer. Ce que Mason ne savait pas, ou choisissait d'oublier, c'est que je n'étais pas seulement la femme de Mason ou la femme qui trouvait des concepts pour les soirées de lancement de son label. J'étais Evelyn Hawthorne, 30 ans, organisatrice d'événements seniors pour des mariages de luxe, des galas de charité, des soirées de lancement pour l'élite de Nashville. Je gagne ma vie en mettant en scène des moments, en peaufinant chaque seconde pour qu'elle ait l'impact émotionnel parfait. C'est moi qui commande l'histoire dans la pièce, pas la femme qui se tient à l'extérieur, derrière la vitre, en train de la regarder se dérouler.
Je transforme de vagues planches d'inspiration en pistes de danse, en signaux lumineux, en rafales de confettis synchronisés avec le dernier battement d'une chanson. Je gère le chaos des coulisses sans que les invités ne soupçonnent quoi que ce soit. Et à ce moment-là, alors que je regardais mon mari jouer le rôle principal sur notre Porsche, tenant la jeune starlette de son label dans ses bras, j'ai commencé à planifier le plus grand et le plus impitoyable événement de ma vie, mon grand début de liberté, ou plus précisément, mon divorce. Leia. Oui. Maintenant, je la reconnaissais clairement. Le visage que j'avais vu au studio sur les affiches de casting. La fille qui avait apporté des cupcakes au personnel du label. Celle que Mason avait présentée nonchalamment. Je lui avais serré la main, souri, été poli. C'est qui je suis. Jusqu'à ce soir. Soyons clairs. Mon nom est Evelyn Hawthorne. J'ai 30 ans. Et jusqu'à il y a environ 3 minutes, je pensais avoir un mariage assez décent. Nous vivions dans une maison coloniale de 2 étages à Belmead. Le genre avec des colonnes blanches et un large porche. Le genre que les annonces immobilières qualifient de « magnifique ». Les gens nous regardaient et disaient « ces deux-là vivent le petit rêve américain ». Je conduisais une Mercedes GLE, entièrement payée, choisie par moi, pas un cadeau. Nous organisions des dîners, recevions des invités, sirotions du vin sur le porche en écoutant ces dernières maquettes. Sur le papier, tout semblait parfait. Nous n'avions pas d'enfants. J'ai tout mis dans mon entreprise, Everly Events, la faisant passer d'un petit nom à la société incontournable que les riches de Nashville réservaient 1 an à l'avance. Au moins, quand tout le reste dans ma vie semblait fragile, c'était à moi. En y repensant, je peux identifier le moment où les choses ont commencé à changer. Il y a environ 2 ans, Mason a commencé à rentrer plus tard, à parler davantage de réunions de partenaires, de séances d'écoute de maquettes, de soirées de réseautage, à prendre plus soin de lui. Nouvelle chemise, nouveau parfum, coupe de cheveux plus nette. J'ai remarqué, bien sûr, j'ai remarqué. Remarquer les détails, c'est mon travail. Mais je me suis convaincu que c'était juste une partie de son évolution, qu'il essayait d'incarner l'image d'un PDG, j'ai qualifié cela d'évolution de carrière. Peut-être même qu'il voulait avoir l'air digne de ce qu'il a bâti. En y repensant, je lui ai accordé beaucoup trop le bénéfice du doute. Mason pensait que j'étais naïve, que je resterais dans l'ombre pour toujours. Il a oublié. Je peux aussi lire un script? Mason ne comprenait pas. Je n'étais pas le genre d'épouse qui reste assise à la maison à se demander quoi faire pour le dîner. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. J'ai porté des chaises moi-même. J'ai collé des invitations à la main. Je suis resté sous la pluie à changer les plans à la dernière minute à cause des caprices d'une mariée. Toujours souriante. Toujours en remerciant les gens d'être si collaboratifs. J'ai négocié des contrats avec des fournisseurs qui dévoreraient Mason tout cru dans une salle de conseil. J'ai géré des mariés en pleine crise de nerfs qui faisaient passer les OPA hostiles pour un jeu d'enfant. En talons, avec un rouge à lèvres et un fard à joues parfait, j'ai éteint des incendies émotionnels qui donneraient des sueurs froides aux thérapeutes spécialisés en traumatisme, et Mason Hawthorne, mon mari PDG, n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Je les ai regardés se séparer. Leia a gloussé, a arrangé ses cheveux, a récupéré les pivoines de la main de Mason. Ils ont traversé le porche, passant devant la porte où j'avais accroché une nouvelle couronne à chaque Noël. Ils se sont approchés assez près pour que je sente son parfum, cette senteur florale chère de la campagne publicitaire des fêtes. À son poignet pendait un petit sac bleu Tiffany, se balançant comme un accessoire. Avant d'entrer, il l'a de nouveau serré contre lui, l'a embrassé une fois de plus contre la porte. J'ai levé mon téléphone, pris quelques photos, filmé un court clip. De l'extérieur, j'avais l'air de quelqu'un qui parcourt les réseaux sociaux pour tuer le temps dans sa voiture. Personne n'a remarqué. Ils sont entrés dans ma maison comme s'ils venaient de terminer une belle scène, entendant probablement une musique de film dans leur tête. Mason n'a pas regardé autour de lui. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son agenda, j'étais encore occupé avec des clients, pas censé rentrer avant demain soir. Il pensait avoir au moins 24 heures de plus pour répéter sa nouvelle vie avant le retour de sa femme ennuyeuse. Je suis resté dans la voiture environ 5 minutes de plus après que la lumière du Porsche se soit éteinte. Puis j'ai commencé à rire. Pas le rire sanglotant et désespéré, le vrai rire, froid, clair. Parce que j'ai réalisé que Mason venait de commettre l'erreur classique du tricheur, sous-estimer sa femme.
Il ne me voyait que comme la fille qui organise des fêtes, qui s'assure que ses costumes sont nettoyés à sec à temps, que son armoire à bourbon reste pleine, qui sourit aux histoires ennuyeuses de ses clients, qui ne se plaint pas quand il annule des rendez-vous. Il n'a pas vu la femme qui vient de signer un contrat à 6 chiffres avec un milliardaire, qui a les numéros privés de plusieurs juges qu'elle a rencontrés lors de collecte de fonds, qui a suivi chaque dollar entrant et sortant de ce foyer pendant qu'il crée en studio. J'ai démarré le moteur, fait marche arrière, pris un autre chemin vers mon bureau au centre-ville de Nashville, l'endroit où je garde tout ce qui est important. Contrat, budget, historique financier. Je suis entré, j'ai allumé les lumières, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à notre compte bancaire joint, aux cartes de crédit, à chaque dépense des 24 derniers mois. Si Mason voulait transformer notre mariage en une histoire, très bien. Je réécrirai la fin avec des chiffres, avec des relevés, avec des preuves si froides qu'aucun avocat ne pourrait ricaner et les balayer d'un revers de main. J'ai d'abord ouvert notre compte bancaire joint, et immédiatement, l'historique des transactions s'est illuminé comme des panneaux d'avertissement au néon. De petits virements Venmo, $120, $180, $95. Chacun assez petit pour passer inaperçu. Mais en remontant les 18 derniers mois, cela totalisait plus de $25 000. Puis sont venues une série de factures de restaurants haut de gamme. Ken Prime un mercredi soir, celui où Mason avait dit que la session de studio s'était prolongée. Bourbon Steak un vendredi, la nuit où il prétendait rencontrer des clients de New York. Adèle le jour de la Saint-Valentin, la nuit où il a dit qu'il avait une réunion pour une soumission au Grammy, me laissant seul dans la cuisine avec un dîner que j'avais passé 2 heures à préparer. Et je me sentais réellement coupable d'être triste. Coupable d'être contrarié qu'il ait manqué le dîner. Il a dit qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait discuter des budgets pendant des heures. Je l'ai cru. Puis les factures d'hôtel sont apparues. Pas beaucoup. Peut-être qu'il ne savait même pas comment tricher discrètement, mais assez. Une nuit à Luton Hotel en mars, au Thompson Nashville en juin, puis au 506 Loft en septembre. Mais le coup de poing au ventre, Tiffany & Company, $4 873 le 28 octobre, débité directement sur notre carte de crédit commune. Pendant ce temps, pour notre 5e anniversaire, il m'avait offert un bon pour un spa bon marché dans un centre commercial à côté d'un salon de manucure. J'ai même posté un remerciement sur Facebook avec un emoji cœur. J'étais si naïve. Pendant qu'il dépensait près de $5 000 chez Tiffany pour sa maîtresse. J'ai pris des captures d'écran de chaque transaction, de chaque reçu, de chaque date suspecte, chaque fichier nommé comme le ferait un expert comptable judiciaire. Tout a été envoyé à une adresse email secrète. Une que Mason ne connaîtrait jamais. Puis est venu iCloud. Mason n'est pas doué en technologie. Il utilise le même mot de passe pour tout. 5 ans de mariage. Je le connaissais trop bien. En moins de 20 secondes, j'étais dans son iCloud et toute une photothèque s'est ouverte. Des centaines de photos de Leia à Pinewood Social, au Bluebird, se promenant le long de la rivière Kimberland au coucher du soleil. Des photos à l'intérieur d'un chalet en rondin à Gatlinburg. Le week-end exact où il avait dit qu'il était en retraite avec l'équipe de production. J'ai cliqué sur chaque photo, mon visage impassible. Puis sont venus les messages, et c'est là que j'ai touché le jackpot. Une conversation avec Leia. Quand vas-tu le dire à Evelyn? Ça fait 1 an. 1 an? Il s'est avéré qu'il prévoyait de me quitter depuis 1 an. Bébé, je sais, mais ça doit être après la date limite des Grammy. Je ne veux pas gâcher la fête. Chérie, c'est parfait. Ce soir chez moi, la nuisette que tu m'as offerte, le nouveau parfum, tout est prêt. Et Mason avait même signé un bail pour un appartement dans le Gulch, l'un des quartiers les plus chers de Nashville. J'ai laissé échapper un rire. Donc, moi, la femme derrière chaque gala, chaque campagne, chacun de ces événements réussis, je n'étais qu'une étape de post-production dans son calendrier de divorce. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, un rire froid m'échappant. Le genre d'homme qui se croit malin, mais chaque mouvement laisse une trace. Mason ne comprend pas. Je ne planifie pas seulement des événements. Je gère le chaos. Je coordonne les crises. J'identifie les causes profondes. Je rassemble des preuves et je termine toujours le travail. Pendant les 5 heures suivantes, j'ai organisé chaque photo, reçu, message dans des dossiers soigneusement étiquetés. Finances, hôtel, messages, photos, chronologie des faits.
Je l'ai sauvegardé sur 3 plateformes cloud distinctes, imprimé 2 copies papier, dont l'une est allée dans le coffre-fort du bureau. Tout était impeccable, comme pour la préparation d'une soirée des Grammys, sauf que cette fois, celui qui montait sur scène était Mason, en tant qu'accusé. Après cela, j'ai cherché les 10 meilleurs avocats spécialisés en divorce à Nashville. J'en ai sélectionné 4 spécialisés dans les cas à forts enjeux financiers, l'infidélité et l'exposition publique. J'ai rempli les formulaires de prise de contact pour chaque cabinet, écrivant clairement « actif de grande valeur », preuve d'infidélité, preuve de l'utilisation de fonds communs pour la maîtresse, consultation urgente nécessaire. 22 heures, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Mason a appelé 5 fois, envoyé 9 textos. Tu me manques. Je t'aime. Comment se passe le voyage? Dis-moi quand tu rentres. N'oublie pas le dîner d'entreprise vendredi. Dors bien, ma petite femme. Il était probablement allongé à côté de Leia dans cet appartement du Gulch en tapant ces mots. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Laissez-le croire que j'étais encore dans une autre ville, occupé, épuisé. Laissez-le penser que tout allait bien, car demain, je commencerai ma série de consultations juridiques. Et Mason Osborne croyait toujours que sa vie se déroulait sans accroc. Il ne savait pas que le nouveau chapitre avait déjà commencé, et que celle qui tenait la plume, c'était moi. Vers minuit, je suis retourné à la maison de Belmead. La maison que Mason avait un jour généreusement dit que je pourrais garder s'il arrivait quoi que ce soit. Je me suis garé dans l'allée à 22h45. Tout était plongé dans l'obscurité. Je suis resté assise dans la voiture, regardant tranquillement l'endroit que j'appelais autrefois ma maison. La maison coloniale aux colonnes blanches dont j'étais tombée amoureuse dès la première visite. Les parterres de fleurs le long de l'allée que j'avais plantée de mes propres mains. Le porche où nous avions l'habitude de nous asseoir avec du vin, écoutant les maquettes des artistes du label, à l'époque où Mason n'était pas trop occupé pour passer une seule soirée tranquille avec sa femme. J'avais bâti une vie ici. Pas une vie parfaite, mais une bonne vie. Et il était prêt à tout jeter pour une actrice d'une vingtaine d'années. Très bien. Voyons si ce sera aussi facile qu'il le pense. Je suis allé dans un hôtel près de mon bureau. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures. Pendant environ 3 secondes, mon esprit était vide, oubliant que ma vie venait d'être bouleversée. Puis ça m'est revenu. Mason pensait que j'étais à Charleston. Mason était dans mon appartement avec Leia. Mason prévoyait de me quitter depuis plus d'1 an. J'ai fait du café, ouvert mes emails. 2 cabinets d'avocats avaient déjà répondu. Les 2 pouvaient me voir cette semaine. Le cabinet de Valérie avait un créneau libre le vendredi à 15h suite à une annulation. Un signe. Vraiment? Je l'ai réservé immédiatement. Valérie Blackwell, vendredi après-midi. Puis James Callahan. Jeudi matin. J'ai envoyé un texto à Mason. Désolé, je me suis endormi tôt hier soir. Longue journée. La conférence se passe bien. Tu me manques aussi. J'ai hâte de te voir demain. Sa réponse est venue presque instantanément. Pas de souci. Tant que tu es heureuse. J'ai hâte de te voir. Je t'aime. Je t'aime. J'ai presque ri. Ce genre d'hypocrisie masculine où tu envoies des textos à ta femme et câlines ta maîtresse dans le même lit toute la journée. Mercredi, j'ai travaillé comme d'habitude. 3 réunions en ligne avec des clients, discutant de concepts, de budget, de délais. Entre-temps, j'ai étudié le droit du divorce du Tennessee, la division des biens, le concept de distribution équitable, la manière dont les tribunaux considèrent la dissipation des actifs, lorsqu'une partie dépense les fonds matrimoniaux pour soutenir une liaison extra-conjugale, et les conséquences juridiques de l'utilisation de l'argent commun pour entretenir une maîtresse. Il s'avère que les juges n'apprécient pas ce genre de comportement. Le Tennessee est un État où le divorce pour faute est reconnu. L'adultère est une faute. Utiliser le conjoint pour payer des chambres d'hôtel, des dîners et des cadeaux pour quelqu'un d'autre n'est pas seulement une question morale. Cela affecte directement la répartition des biens. Mason avait coché toutes les mauvaises cases. Utiliser des fonds communs pour tricher, laisser tout de manière flagrante visible dans nos relevés et comptes, envoyer des textos à sa maîtresse avec des plans comme s'il coproduisait un nouvel album. Le soir, j'avais compilé un dossier de 47 pages. Relevés bancaires, capture d'écran, email de confirmation, reçus de restaurants et d'hôtels, facture Tiffany,
chronologie de conversation avec Leia, selfies de Mason et elle. Chaque élément était trié par catégorie, daté, annoté. Je l'ai sauvegardé sur 3 plateformes cloud différentes, envoyé une copie à mon email secret, puis imprimé 2 copies papier. L'une laissée au bureau, l'autre enfermée dans un coffre-fort personnel dont Mason ne connaissait même pas l'existence. Jeudi matin, je me suis levé à 5 heures. La première consultation juridique était à 9 heures. J'ai choisi ma tenue comme je le ferais pour une hôtesse de gala, tailleur pantalon bleu marine, chemisier en soie crème, collier de perles. Dans le miroir, j'ai vu une femme professionnelle, financièrement prospère, confiante, pas une future épouse abandonnée. Le bureau de James Callahan se trouvait dans le Gulch. Ironiquement, le même quartier où Mason avait loué son appartement secret. Le bâtiment était en verre et en chrome. Tout criait la facturation à l'heure. James semblait avoir la cinquantaine. Costume impeccable, poignée de main ferme, le genre de sourire qui vous dit que chaque minute coûte de l'argent. Madame Hawthorne, je comprends que vous faites face à quelque chose d'assez urgent, a-t-il dit. Urgent est un mot pour le décrire, ai-je répondu en faisant glisser le dossier de 47 pages sur la table. Ses sourcils se sont haussés en le feuilletant, puis sont montés encore plus haut quand il est tombé sur la facture Tiffany, sa bouche se contractant légèrement. C'est complet. Que faites-vous dans la vie? Les événements. C'est la planification que je fais. Je vois ça, a-t-il dit. En 23 ans de pratique, il avait rarement vu un client arriver aussi préparé dès le premier jour. C'est bon pour vous. Moins pour votre mari. Je lui ai tout raconté. La scène sur le porche, le bouquet, le baiser, les virements Venmo, l'appartement dans le Gulch, les journaux de conversation avec Leia. Et votre mari ne sait pas que vous avez découvert tout ça. Dans son esprit, je suis à Charleston en train de faire des photos de mariage jusqu'à demain après-midi. Parfait. Gardons ça comme ça. James a expliqué que le Tennessee divise les biens de manière équitable, pas nécessairement à 50-50e. Et quand une partie utilise les biens matrimoniaux pour financer l'infidélité, le tribunal en tient fortement compte. Il a utilisé l'argent commun pour des hôtels, des dîners, des cadeaux pour sa maîtresse. C'est une dissipation des actifs. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, ai-je demandé. Cela signifie que vous avez de fortes chances de recevoir plus de 50% du total des actifs. Et nous pouvons absolument demander qu'il rembourse l'argent qu'il a dépensé pour Leia. Il a posé des questions sur les revenus. Je lui ai dit que l'année dernière, Everly Events avait généré environ 250 000 $ de bénéfices. Mason, en tant que PDG et producteur, avait gagné environ 550 000 $, sans compter les bonus et les dividendes. Il y a un écart, mais pas un écart de dépendance. C'est excellent pour vous. L'histoire que nous raconterons au tribunal ne sera pas celle d'une épouse dépendante abandonnée, mais celle d'une femme à succès trahi mais qui reste forte. Les juges n'aiment pas les hommes puissants qui abusent de la confiance de leurs femmes. Nous avons discuté de la stratégie, du calendrier, d'une médiation possible, de la probabilité d'aller en procès. La conclusion de James était simple. Avec les preuves que j'avais, la plupart des gens comme Mason choisiraient de régler à l'amiable. Plutôt que de risquer que leur liaison, leurs finances et leur trahison deviennent un dossier judiciaire public que les journalistes, les musiciens et les investisseurs pourraient éplucher. À 14 heures, j'avais un dernier arrêt, la banque. Je me suis garé à la Pinnacle Bank sur West End, où mon mari et moi avions fait toutes nos opérations bancaires au cours des 5 dernières années. Stacy, le visage familier qui nous avait autrefois aidés lorsque nous avions acheté notre maison, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Bonjour, Madame Hawthorne. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin de bien comprendre la structure de nos comptes joints. Je me suis un peu inquiété pour la sécurité financière ces derniers temps. Au cours des 45 minutes suivantes, j'ai tout appris. Le solde de chaque compte, les limites de retrait quotidiennes, et le plus troublant de tout, qu'une seule partie pouvait vider un compte joint sans pratiquement aucune barrière. Si mon mari voulait retirer tout l'argent demain, est-ce que quelque chose pourrait l'en empêcher? Stacy m'a regardé avec douceur et a secoué doucement la tête. Pas sur un compte joint standard. Non. Mais si vous souhaitez protéger votre part, vous pouvez absolument ouvrir un compte individuel et y transférer votre part. Elle a fait une pause, ses yeux portant ce regard de quelqu'un qui a vu trop de mariages se défaire. Pas de jugement, juste de la compréhension.
votre sécurité financière est importante, Madame Hawthorne. Vous avez tout à fait le droit de protéger vos actifs. Je n'ai pas déplacé de fonds. Le faire maintenant lèverait des drapeaux rouges et Mason le remarquerait, mais je me suis souvenu de chaque détail. J'ai ouvert un nouveau compte professionnel pour Everly Events. À mon nom uniquement, sans aucun lien avec Mason. Personne d'autre n'en connaissait l'existence. Et le plus important, c'était totalement hors de sa vue. À 15h45, selon le faux emploi du temps que j'avais soigneusement envoyé à Mason, mon vol de Charleston devait atterrir à 16h30. À 16h55, je lui ai envoyé un texto. Je viens d'atterrir, je récupère mes bagages, je rentre à la maison. Sa réponse est apparue immédiatement. Super. Je serai à la maison vers 18h. Tu veux que je passe prendre le dîner? Oui, s'il te plaît. Je suis épuisé. Du chinois de ton endroit préféré? Parfait. Nos messages ressemblaient à un manuel du couple marié idéal. Si l'on ignorait le fait qu'il menait une double vie. Je suis rentré en voiture, entrant dans le rôle de l'épouse de retour d'un voyage d'affaires, arrivant à 17h45. Juste assez de marche pour que ce soit crédible. La maison était silencieuse, l'air figé. Je suis entré, j'ai regardé autour de moi. Tout était exactement pareil. Mais moi, je ne l'étais plus. Je me demandais quand Mason m'avait touché pour la dernière fois avec une réelle tendresse. Il y a 6 mois, 8. Je pensais que c'était le stress, son emploi du temps de production surchargé. Mais apparemment, ses besoins étaient toujours satisfaits, juste pas par moi et pas dans cette maison. J'ai ouvert mon téléphone et vérifié mon agenda. Demain, vendredi, 15h, je rencontrerai Valérie Blackwell. Le gala de l'entreprise était prévu pour le 15. Et quant au petit plan de divorce amiable post-Grammy de Mason, désolé, mais je n'allais pas jouer l'assistante loyale qui organise la fête puis reste assise à attendre une demande de divorce comme un cadeau d'anniversaire de mariage tordu. J'avais des nouvelles pour Mason Hawthorne. Je n'allais pas attendre la fin du mois. À 18h précise, la voiture de Mason est entrée dans l'allée. J'ai inspiré profondément, détendu mes épaules et affiché mon sourire habituel. Il est entré avec 2 sacs de nourriture, la veste légèrement froissée, le sourire fatigué, mais toujours doux, le genre de Mason que les étrangers prenaient toujours pour un homme bien. Je l'ai laissé m'embrasser sur la joue, le dernier vestige de notre mariage. Mais la légère note florale qui s'accrochait à sa chemise le trahissait. Comment s'est passée la conférence, a-t-il demandé. Bien, fatigante, mais bien. Nous avons mangé des plats chinois à emporter et discuté comme si tout était normal. Mason a parlé d'une séance d'enregistrement difficile avec un nouvel artiste du label. J'ai inventé quelques histoires de réseautage pour jouer le jeu, à part ça, comment s'est passé le travail, ai-je demandé. Comme d'habitude. Quelques sessions de nettoyage, quelques réunions de dernière minute. Il a pris une gorgée d'eau, puis a ajouté, « Oh, au fait, jeudi prochain après-midi, il y a une petite fête pour l'entreprise. Tu viendras, n'est-ce pas ?» J'ai souri, levé les yeux et dit, « Bien sûr, je serai là. » Vendredi après-midi, à 15h précise, je suis entré dans le bureau de Valérie Blackwell au dernier étage d'une tour de verre au cœur du centre-ville. Le genre d'endroit où le simple fait de regarder par les épaisses fenêtres vous faisait sentir le tarif horaire. Valérie Blackwell avait la cinquantaine, vêtue d'un tailleur gris parfaitement coupé, un carré argenté, une coupe au rasoir et des yeux assez froids pour trancher n'importe quelle excuse. Elle n'a pas levé les yeux, a juste feuilleté rapidement l'épais dossier de documents que j'avais préparé. « Madame Hawthorne, asseyez-vous. Ce dossier est fascinant, a-t-elle dit, les yeux balayant toujours les relevés, les reçus, les captures d'écran. Je me suis assise et les regardais travailler en silence, ses mains tournant les pages rapidement, avec précision, ses yeux parcourant les chiffres comme un scanner. Finalement, Valérie a levé les yeux et a esquissé un petit sourire narquois. Votre mari est un idiot. Pas seulement un idiot ordinaire. Spécifiquement dans le domaine de la tromperie. J'ai vu des ouvriers du bâtiment mieux couvrir leurs traces que lui. Elle a tapoté légèrement le dossier avec son stylo. A-t-il accidentellement suivi un cours intitulé « Comment avoir une liaison aussi publiquement que possible ?» Malgré tout qui s'effondrait, j'ai ri. Il est doué pour la musique, pour repérer les talents. Pour tout le reste, pas tellement. Valérie s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Très bien, voici le topo. Vous avez 3 options.
Option 1, nous déposons la demande maintenant. Nous utilisons cette montagne de preuves pour le pousser à un règlement rapide, propre et discret. Vous quittez ce mariage avec plus que votre juste part et le remboursement de tout ce qu'il a dépensé pour sa maîtresse. C'est la voie la plus ordonnée, rapide et moins douloureuse. J'ai hoché la tête, puis j'ai demandé. Quelle est la deuxième? Le jeu à long terme, a dit Valérie. Nous continuons à observer, à rassembler plus d'informations, nous attendons le moment le plus sensible de sa carrière professionnelle, puis nous frappons. Beaucoup plus satisfaisant, potentiellement encore plus lucratif. J'ai dégluti difficilement, sentant que ce n'était pas encore tout à fait assez. Et l'option 3. Valérie a esquissé un sourire prédateur. L'éducation publique. Nous déposons la demande. Nous rejetons toute offre de règlement discret. Nous portons l'affaire devant les tribunaux et transformons chaque reçu d'hôtel, chaque message, chaque dollar qu'il a dépensé pour Leia en un dossier public. Audience ouverte. Presse autorisée. Collègues pouvant le lire. L'industrie qui bourdonne. Sa carrière reçoit une cicatrice dont elle ne se remettra jamais. J'ai expiré. Ça a l'air cher. Ça l'est, a-t-elle hoché la tête. Mais incroyablement efficace si votre objectif principal est de vous assurer qu'il n'oublie jamais le coup de vous avoir trahi. Valérie a fait une pause et m'a regardé dans les yeux. Mais ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est ce que vous voulez. La vengeance, c'est amusant, bien sûr, mais ce n'est pas toujours stratégique. Que voulez-vous? Je suis resté assise en silence un moment, comme si je me faisais face dans un miroir. Je veux que Mason souffre. Je veux qu'il perde ce qu'il valorise. Je veux qu'il comprenne les conséquences. Mais plus que ça, je veux gagner. Je veux partir financièrement forte, prête pour un nouveau chapitre. Et je veux qu'il comprenne que la plus grande erreur de sa vie a été de me sous-estimer. J'ai regardé Valérie droit dans les yeux. Je veux déposer la demande après une étape clé, juste au moment où il pense être au sommet du monde. Le sourire de Valérie s'est illuminé comme des projecteurs de scène. Parfait. Ça, je peux le faire. Votre mari a-t-il des événements de carrière majeurs à venir? J'ai passé en revue l'agenda de Mason dans ma tête. Le 15 août, le 18, il y a un gala. Tous les sponsors principaux, les membres du conseil, la presse locale et le personnel de l'entreprise y seront. Le 31 août, un autre événement majeur. Valérie a carrément ri. Impeccable. Et vous êtes l'organisatrice principale. Mon entreprise s'occupe de tout le gala. Valérie a presque applaudi. Oh mon Dieu. C'est un cadeau du ciel. Vous serez là, totalement professionnel, pendant que votre mari acceptera un prix et remerciera son incroyable femme. Et vous saurez déjà que son monde est sur le point de s'effondrer, Madame Hawthorne. C'est parfait. Nous avons passé 90 minutes de plus à planifier chaque étape suivante. Valérie était d'une clarté cristalline. Nous déposerons la demande entre ces deux événements. Assez près pour qu'il n'ait pas le temps de déplacer des actifs, mais assez loin pour que votre image professionnelle au gala ne soit pas compromise. Avec ce niveau de preuve, la plupart des avocats conseilleront à leurs clients de régler immédiatement. L'alternative est un procès public. Son avocat devra lui expliquer cela, ce qui signifie qu'il comprendra que vous combattre est un suicide professionnel, ai-je demandé. Et s'il refuse de régler, alors nous le traînerons devant les tribunaux et le démolirons devant le monde entier, a dit Valérie avec un haussement d'épaule, son ton calme, comme si elle prévoyait la météo. Mais d'après mon expérience, les hommes comme votre mari, terrifiés par les dommages à leur réputation, il acceptera l'accord et signera rapidement. Quand j'ai posé des questions sur les finances, Valérie a sorti une calculatrice pendant que je lui donnais les chiffres complets. Valeur de la maison, compte de retraite, épargne, investissement. Le patrimoine conjugal est d'environ 2,6 millions, a-t-elle conclu. Un partage standard à 50/50 vous donne 1,3. Mais étant donné qu'il a utilisé des fonds communs pour soutenir sa maîtresse, c'est de la dissipation, plus le facteur d'adultère, je pousserai pour un partage à 60/40. Et nous demanderons le remboursement intégral de ce qu'il a dépensé pour Leia. Plus de 25 000. Le tout prélevé sur sa part. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, ressentant un mélange d'amertume et d'amusement sombre. Quand est-ce qu'on commence? Aujourd'hui, a dit Valérie. Mon assistant juridique préparera les documents initiaux.
Vous fournirez des détails financiers supplémentaires, vous signerez, puis vous retournerez à votre vie normale. Planifiez le gala, souriez à votre mari, jouez la femme parfaite pendant exactement une semaine de plus. J'ai quitté le bureau de Valérie à 16h45, me sentant plus légère, comme si j'avais déposé une énorme pierre exactement là où elle devait être. J'avais un plan, quelqu'un dans mon coin et une stratégie claire. Il ne restait plus qu'à survivre à une semaine de faux-semblants. Quand je suis rentré à la maison, la surprise a été de trouver Mason déjà dans la cuisine. Une rareté un vendredi soir. L'odeur de quelque chose qui cuisait remplissait l'air. « Tu cuisines ?» ai-je demandé, sincèrement surprise. « Je prépare ce poulet au citron que tu aimes. Tu as été si occupé ces derniers temps, j'ai pensé que tu apprécierais un vrai dîner. » Il portait même un tablier. Je me suis soudain demandé, depuis quand avons-nous un tablier ? Cette douceur soudaine a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. Mason n'avait pas préparé un vrai repas depuis 3 ans. Quelle est l'occasion, ai-je demandé nonchalamment. Il a secoué la tête. Aucune occasion. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour ma femme. Nous avons dîné et, de manière agaçante, c'était en fait délicieux. Il a parlé avec enthousiasme de la fête, de la liste des invités, du prix qu'il allait recevoir. Ses yeux se sont illuminés. « Je n'aurais pas pu aller aussi loin sans toi », a-t-il dit en me serrant la main. « Tu as toujours été celle en coulisses qui tenait tout ensemble. Je ne le dis pas assez, mais je t'apprécie tellement. » J'ai eu envie de lui jeter mon vin au visage, de crier que je connaissais chaque reçu d'hôtel, chaque message avec Leia, mais je ne l'ai pas fait. J'ai doucement serré sa main et lui ai offert le plus doux sourire que je pouvais. C'est ça le mariage, n'est-ce pas ? Se soutenir mutuellement. La semaine suivante a été un cours intensif de compartimentation émotionnelle. Le jour, j'étais Evelyne Ossorne, l'organisatrice d'événements d'élite, peaufinant chaque dernier détail du gala de l'hôpital, choisissant les fleurs, gérant les éclairages, ajustant le déroulement minute par minute du spectacle. La nuit, j'étais une autre Evelyne. La femme sur le point de divorcer de son mari, rencontrant l'assistant juridique de Valérie, signant des formulaires, soumettant des déclarations, vérifiant des chiffres, finalisant une stratégie pour démanteler Mason, le PDG admirable. Sur le papier, Mason a continué à vivre sa double vie avec une aisance stupéfiante. Il était plus doux que d'habitude, ramenant soudainement des fleurs, me demandant d'aller voir un film pendant le week-end. Je suis allé avec lui, j'ai dîné, partagé du pop-corn, ri au bon moment, tout en pensant qu'il textait probablement Leia pendant la pause toilette au milieu du film. Le week-end, sa famille est venue dîner. J'étais de retour dans la cuisine à préparer la farce, à cuire 3 sortes de tartes, à mettre la table, à discuter avec tout le monde comme si je n'avais pas vu la vérité se dérouler sur mon propre porche. Ma belle-mère a de nouveau doucement insisté. « Vous devriez commencer à penser à avoir un bébé, ma chérie. Ça fait 5 ans. » Mason a passé son bras autour de moi et Harry. « Nous sommes heureux comme nous sommes, maman. De plus, la carrière d'Evelyne décolle vraiment, n'est-ce pas, chérie ?» J'ai hoché la tête, un sourire poli fermement en place. Alors qu'à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide froid. À l'approche du 15 août, je fonctionnais à la caféine, aux listes de contrôle et à la pure rancune. Plus l'événement approchait, plus tout devenait impeccable. Et je savais qu'il comptait les jours jusqu'au moment où il monterait sur scène, accepterait son prix, remercierait l'incroyable femme en coulisses, puis me remettrait peut-être des papiers de divorce avec une phrase sur le fait de s'être éloigné, ou sur mon refus de fonder une famille. Mais avant que cela ne puisse arriver, quelqu'un frapperait à notre porte à 18h précise et lui remettrait une épaisse enveloppe, ruinant tout son plan. Le soir du 15 août, le grand méridien Hall était si parfait qu'il en paraissait presque faux. L'éclairage était réglé à la chaleur exacte qui faisait briller la peau de tout le monde sur les photos. Les fleurs étaient disposées en couches et hauteurs correspondant précisément à la palette que j'avais examinée encore et encore. La restauration fonctionnait si bien qu'aucun plateau de canapé n'était en retard. 250 invités en tenue de soirée, tenant des verres de vin cher, discutant sous le quatuor à cordes. Tout le monde profitait d'une soirée impeccable, et j'étais celle derrière tout ça. Je portais une robe de soirée bleu marine qui m'allait juste comme il faut, le genre de robe pour laquelle, il y a quelques années, j'aurais demandé à Mason si ce n'était pas trop. Ce soir, il m'a regardé de l'autre côté de la pièce, s'est approché, a posé sa main sur ma taille et a simplement dit « Tu es magnifique ».
Sa voix semblait si sincère que si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu être ému. Un par un, les jeunes chanteurs, son personnel, les invités de l'entreprise sont montés sur scène et ont prononcé des paroles élogieuses sur Mason, sur sa vision, son dévouement, sur l'homme qui a porté la musique country indépendante de Nashville vers de nouveaux sommets, tout en glissant une plaisanterie légère sur son incroyable femme en coulisses. Quand Mason est monté sur scène à 20h pour prononcer un discours sur l'excellence, la loyauté, l'engagement et l'intégrité, toute la salle s'est levée pour l'applaudir. Il a tenu le micro, souriant humblement, disant toutes les phrases scénarisées sur l'équipe, les artistes, l'opportunité. Et comme prévu, il s'est tourné vers la première rangée où j'étais assise avec le comité d'organisation et a dit à voix haute, « Je n'aurais pas pu faire cela sans mon incroyable femme, Evelyne. » Des dizaines d'yeux se sont tournés vers moi. Quelques-uns de ses collègues m'ont fait un clin d'œil, murmurant, « C'est un homme chanceux. » J'ai souri, hoché la tête, applaudi comme une femme se prélassant dans la lueur d'être honorée, tout en jetant un coup d'œil à la place de Leia et en voyant la jalousie dans ses yeux, le ressentiment comme si j'étais l'obstacle bloquant son chemin doré. Après le discours, la musique est passée à un jazz doux. Mason m'a tendu la main. « Danse avec moi. » Je l'ai laissé me guider sur la piste. Nous nous sommes balancés au rythme et il s'est penché. « Merci. La soirée est parfaite. Rien de tout cela n'aurait pu arriver sans toi. » J'ai souri. C'est mon travail. Il a serré ma main plus fort. Pas seulement l'événement, notre vie. Tu fais tout fonctionner. J'ai entendu les mots, notre vie, et n'ai vu que l'image de lui faisant tournoyer Leia sur notre Porsche, la veille de mon retour. Le bail de l'appartement dans le Gulch, les paiements Venmo, la facture Tiffany de près de $5000, et la série de messages à Leia planifiant la manière la plus propre de me quitter. Peut-être que c'était juste le genre de promesse que les tricheurs font à leur maîtresse. Mais je ne m'en souciais plus. Je l'ai quand même laissé me guider sous les lumières chaudes. J'ai quand même souri aux invités. J'ai quand même posé pour des photos avec le comité. J'ai quand même mené le gala jusqu'au dernier détail comme si je n'avais pas prévu de démanteler toute la vie dont il parlait. Seulement, dans ma tête, tout était déjà scellé d'une ligne rouge audacieuse. Et la date, 16 août, 18h, était déjà surlignée en cramoisi. 16 août. Nashville était d'un gris approprié pour mon acte final. Ciel nuageux, pas de pluie, frais et humide. Le genre de temps qui donnait envie aux gens de rester à la maison, de cuisiner quelque chose de décent et de prétendre que tout allait bien pour une nuit de plus. Ce matin-là, j'ai répondu à quelques emails de clients, savourant les louanges pour le gala impeccable. Chaque fois que je voyais ce mot, je me sentais pleine d'espoir. Ils deviendraient de futurs clients. Vers midi, j'ai envoyé un texto à Mason. « Rentre tôt ce soir. J'ai ouvert ce pinot noir que tu as acheté la dernière fois. » Il a répondu presque instantanément. « J'essaierai d'être à la maison avant 18h. » Ça a l'air génial. Tu es toujours si attentionné. J'ai fixé le mot « attentionné » et n'ai senti qu'une fine couche de glace s'installer plus profondément dans ma poitrine. À 17h30, j'ai rangé le salon, placé 2 verres à vin sur la table, porté un pull doux et un jean. Pas de robe de soirée, pas de mascara waterproof, juste la version de moi qui est l'épouse attendant son mari à la maison après le travail. À 17h55, j'ai entendu la voiture familière entrer dans l'allée. Mon cœur a fait un bond, mais mes mains ont calmement ajusté les verres pour qu'ils soient parfaitement alignés. Mason est entré, portant des plats à emporter et une bouteille de pinot noir. J'ai pris celui que tu aimes. Tu veux que je l'ouvre maintenant ou qu'on attende ? Je me suis retourné et j'ai souri. Laisse-le respirer. On a toute la nuit. Il a posé la bouteille. Il n'avait même pas encore enlevé son manteau. Quand, à 18h précise, la sonnette a retenti. 3 coups secs. Mason a froncé les sourcils. Qui ça peut bien être à cette heure-ci ? Tu attendais quelqu'un. Oui, ai-je dit doucement. Pourrais-tu ouvrir la porte ? Il s'est approché, a déverrouillé, et je suis resté dans le salon à regarder, imaginant déjà chaque ligne qui allait être dite. L'homme en costume se tenait sur le porche, tenant une épaisse enveloppe manille. Monsieur Mason Hawthorne. Oui, c'est moi, a répondu Mason, sa voix incertaine. Vous avez été assigné, a dit l'homme en lui tendant l'enveloppe avant de se retourner et de s'éloigner comme s'il venait de livrer un colis en ligne. Mason s'est figé à la porte pendant quelques secondes, puis l'a lentement refermée,
fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Evelyne, qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, la voix chancelante. Je me suis adossé au canapé, les jambes croisées, la voix calme. Ouvre-la, tu verras. Ses mains tremblaient en la déchirant. J'ai regardé le visage que je connaissais si bien passer par toutes les étapes. Confusion, puis panique, puis effroi. Alors que ses yeux se fixaient sur les mots « requête en divorce » et la cause clairement soulignée « adultère ». Evelyne, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, a-t-il balbutié. Vraiment? Je me suis levé, les bras croisés. Laisse-moi t'aider à comprendre. La veille de mon retour, tu étais sur notre porche avec Leia, la faisant tournoyer comme dans une scène de film, puis vous êtes entré dans mon appartement. L'appartement dans le Gulch pour lequel tu as signé un bail. Plus de 25 000 $ en restaurant, hôtel, parfum, une facture Tiffany de près de 5 000 $, des dizaines de messages avec Leia sur la meilleure façon de me quitter proprement. Dois-je continuer? La couleur a quitté son visage comme si on avait débranché son sang. Je peux expliquer. Oh, je suis sûr que tu as un script très convaincant, les jeux coupés, tout comme celui que tu te répètes depuis 1 an. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, ses yeux cherchant un appui. Comment as-tu? Depuis quand? Je l'ai vu, ai-je dit, le ton plat. Je l'ai filmé, j'ai téléchargé les photos et les messages de ton iCloud, j'ai rassemblé chaque reçu que tu as mis sur notre compte joint, chaque billet, chaque dîner, chaque nuit d'hôtel. 2 ans de liaison, l'appartement secret, le plan de me larguer après que j'ai fini d'organiser tes moments de gloire. Tout est dans le dossier que mon avocate détient maintenant. Il s'est affalé sur le canapé, serrant toujours les papiers. Evelyne, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Et pire, tu prévoyais de continuer. Me laisser organiser le gala, envoyer les invitations, me tenir derrière toi en souriant, puis tu m'aurais assise et m'aurais doucement remis les papiers de divorce. Que étais-je pour toi? Une dernière tâche à cocher. Il est resté silencieux, et ce silence a été la réponse la plus claire que j'ai jamais pu obtenir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé lentement, comme si je lisais une liste de contrôle. Voici ce qui va se passer. Tu vas apporter ces papiers à ton avocat. Tu vas regarder les preuves que j'ai compilées, complètes et indéniables. Tu comprendras que si tu me combats, tout deviendra public. La liaison, les dépenses, l'appartement, les factures. Puis tu accepteras mes conditions. Il a levé les yeux, la voix brisée. Quoi? Quelles conditions? Un partage des biens à 60/40 en ma faveur. Le remboursement intégral de chaque dollar que tu as dépensé pour Leia. Prélevé sur ta part. Pas de dispute, pas de rôle de victime, pas de retard, ai-je dit. Tu signes, nous nous séparons et nous passons à autre chose. Mason a secoué la tête. 60/40. Evelyne, ce n'est pas juste. J'ai ri. Juste? Était-ce juste quand tu utilisais notre argent pour des hôtels, des bagues, du parfum, des rendez-vous avec ta maîtresse? Était-ce juste quand je répondais aux emails des clients, ajustais les délais, planifiais ton gala pendant que tu le créais dans le Gulch avec Leia? Il n'avait rien à dire. J'ai continué, ma voix plus froide. Les juges n'aiment pas les hommes qui utilisent les fonds matrimoniaux pour financer des liaisons. Donc 60/40, c'est moi qui suis généreuse. Si nous allons en procès, je pousserai pour 70/30 et je l'obtiendrai probablement. Et tu perdras plus que de l'argent. Il a dégluti difficilement, les mains tremblantes. Je t'aime toujours, Evelyne. C'était juste. Je ne voulais pas divorcer. Alors peut-être qu'il y a 2 ans, tu aurais dû être un homme adulte. Honorer des limites, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas faire de moi ta régisseuse de coulisses pendant que tu auditionnais des remplaçantes, ai-je dit, sans un tremblement dans la voix. Excuse-toi si tu veux, mais je m'en fiche. Je me soucie seulement que tu assumes tes responsabilités. Il a baissé la tête, vaincu. Je l'ai regardé, ne ressentant aucune excitation, juste la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Tu dois déménager, ai-je dit. Ce soir. Monte, prends tes affaires essentielles, et va chez Leia. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de partager son espace. Evelyne,
S'il te plaît, ne me fais pas partir ce soir. Tu as eu 2 ans pour dire la vérité. 2 ans pour changer, pour te battre pour ce mariage. Tu as choisi les mensonges. Alors maintenant, tu choisis la valise. C'est aussi simple que ça. Le reste, les avocats s'en occuperont. Et prie pour que je ne change pas d'avis sur le fait de garder les choses privées. Mason s'est levé, l'air d'avoir 10 ans de plus en quelques minutes. Il est monté. Quand il est redescendu avec une valise à roulettes, il s'est arrêté à la porte. Quoi qu'il arrive, Je suis désolé. Tu mérites mieux. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as raison, ai-je dit en ouvrant la porte. Je mérite mieux. Maintenant, pars. La porte s'est refermée derrière lui, et je suis resté seul dans la maison silencieuse. Je me suis assise sur le canapé, attendant de voir si une vague d'émotion me frapperait. Douleur, regret, vide. Mais ce que j'ai ressenti à la place, c'est un étrange soulagement, comme si quelqu'un avait enfin enlevé un manteau trempé de mes épaules. Mon téléphone a vibré. Un message de Valérie Blackwell. Huissier a confirmé la remise. Tout va bien de votre côté? J'ai tapé en retour, mieux que ce à quoi je m'attendais. Il est parti. Considérez que c'est fait. Quelques secondes plus tard, Valérie a répondu, pas fait. Juste le début de l'acte final. Son avocat nous contactera dans les 48 heures. Préparez-vous à négocier. J'ai regardé l'écran, souriant légèrement. Je suis prête, ai-je tapé, puis j'ai posé le téléphone sur la table, versé un verre de vin, amer et plat. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées à un rythme étrange. Plus de climax explosif, juste une réunion juridique après l'autre. Des boucles de mai, des séries de négociations dans des salles de conférences fermées qui sentaient le papier et le café rassis. Le soir, quand la ville s'illuminait, je m'assurais d'être seul dans la maison qui semblait maintenant étrangement plus grande. Pas de beaux-parents, pas d'attente de belles-filles modèles, juste moi, une boîte de plats chinois à emporter fumante sur la table basse, des comédies romantiques à l'écran, comme une forme de réconfort bon marché mais efficace, et une partie de moi réapprenant à être seul sans me sentir seul. Les soirs de week-end, la maison restait silencieuse. Je n'étais pas occupé à préparer des dîners pour la famille de Mason. Je ne subissais pas de commentaires passifs-agressifs sur les enfants et le devoir. Je mangeais des nouilles instantanées, blotti sous une couverture, regardais de vieux films, et réalisais que ne pas avoir à jouer la femme parfaite était un cadeau en soi. Le 27 août, les deux parties se sont finalement assises l'une en face de l'autre dans une salle de conseil avec une longue table en bois. Mason était assis à l'autre bout, évitant mon regard, laissant son avocat proposer un partage à 55/45 et une promesse écrite de rembourser les $25 000 qu'il avait dépensés pour Leia en 2 ans. Valérie m'a jeté un regard pour approbation, et j'ai hoché la tête. D'accord. Mais avec une clause non négociable, que je considère comme ma dernière limite. L'accord doit clairement stipuler qu'il a admis la liaison et l'utilisation de fonds matrimoniaux pour la maintenir. J'ai gardé la maison, refinancerai pour racheter sa part, gardé la Mercedes que j'avais payée principalement moi-même, et les comptes de retraite et d'investissement seraient divisés selon nos pourcentages finalisés. Tout était emballé dans des lignes sèches de textes juridiques, des chiffres et des clauses. Mais pour moi, chaque signature qu'il apposait était un moment où il était forcé de faire face à la vérité de ce qu'il avait fait. Le 15 septembre, nous avons signé l'accord final lors d'une courte session matinale. Et le 5 octobre, le tribunal a officiellement approuvé le divorce. 5 ans de mariage se sont terminés par une seule signature bleue sur un morceau de papier que j'ai soigneusement plié, placé dans son propre dossier, et rangé comme un livre que j'avais fini de lire. Leia m'a envoyé un long message m'accusant d'être avide, affirmant que Mason méritait le bonheur. Des phrases dramatiques clignotant à l'écran. J'ai regardé pendant une seconde, puis j'ai glissé vers la gauche et j'ai appuyé sur supprimer, comme si je vidais la corbeille d'un disque dur. Pas de réponse, pas de défense, parce que je ne devais plus à personne un rôle dans l'histoire qu'ils avaient écrite pour eux-mêmes. 1 an après cet après-midi où j'ai vu mon mari tenir une autre femme devant notre maison, je me suis assise sur ce même porche, une tasse de thé chaud à la main, regardant les arbustes d'abélia que j'avais autrefois plantés, et j'ai réalisé que je ne ressentais pas de gratitude pour l'infidélité. Je n'avais pas besoin d'être assez sainte pour remercier une blessure de m'avoir rendue plus forte. Ce dont j'étais reconnaissante, c'était la version de moi-même que j'étais devenue à travers tout cela. La femme qui n'a pas crié, qui n'a pas ruiné le gala,
mais qui a tranquillement rassemblé chaque pièce à conviction. La femme qui s'est assise seule dans le noir à lire le droit du divorce, à apprendre à parler aux avocats, à choisir la bonne stratégie pour récupérer ce qui lui appartenait. La femme qui est restée assez calme pour lui dire de faire ses valises et de partir sans que le monde entier ait besoin de le savoir. Maintenant, je vis seul dans une maison qui porte légalement mon nom, marchant dans les couloirs sans me sentir comme une invitée dans la vie de quelqu'un d'autre. Everly Events est plus florissant que jamais. J'ai embauché plus de personnel. Le calendrier est complet 18 mois à l'avance. Et étrangement, les clients ont commencé à venir à moi non seulement pour des mariages, mais aussi pour des fêtes de divorce, de petites réunions où les femmes lèvent leur verre pour célébrer la fin de relations qui ne les méritent plus. Des renaissances silencieuses et féroces sous forme de toasts et de chandelles. Occasionnellement, j'ai des rendez-vous. Jamais dans la précipitation. Jamais avec la pression de trouver mon prochain grand amour. Juste en apprenant lentement à m'asseoir en face de quelqu'un de nouveau. Parler de travail, d'intérêt, sans cacher les vieilles cicatrices. Parce que je sais maintenant qu'elles font partie de ce qui a façonné la femme que je suis. Quand je me tiens dans le salon et que je regarde par la fenêtre, à l'endroit même où j'ai été témoin de sa trahison pour la première fois, je souris parfois. Mason pensait autrefois qu'il faisait une meilleure affaire en choisissant Leia, quelqu'un de plus neuf,